Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans votre magazine. Question d'actualité, les programmes de désarmement, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation. C'est doté, vous le savez, depuis le 4 avril 2022 d'une stratégie nationale qui a été validée, vous le savez, par les comités de pilotage qui dirige le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en même temps président de ces comités. C'est après des consultations auprès des communautés locales dans les 5 provinces pilotes concernées justement par le PDDRCS. J'ai cité les provinces du Nord, du Sud Kivu, la province du Maniema, des Tanganyika, pour ne citer que celle-là. Le programme va s'étendre sur d'autres provinces, mais dans un premier temps, ce sont les 5 provinces pilotes qui sont touchées par des conflits des groupes armés. Maintenant que le PDDRCS s'est doté d'une stratégie nationale, d'une feuille de route, d'une boussole qui doit conduire ses actions, qu'est-ce qui reste à faire? Comment comprendre cette stratégie nationale? Quels sont ces éléments constitutifs? Et pour en parler, j'ai invité pour vous les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, M. Tommy Tambwe Ushindi Rudima Emmanuel, c'est un habitué de la télévision. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur beaucoup. Comment vous sentez-vous, M. Tommy? Ah, très à l'aise. Très à l'aise comme d'habitude, surtout avec la validation de cette stratégie nationale. Décrivez-nous un peu l'ambiance qui a régné lors des travaux qui ont précédé l'adoption et la validation de cette stratégie nationale. Vous avez été à Béatrice Hôtel dans un mini-atelier. Vous avez été au musée national pour l'adoption avec les partenaires de cette stratégie. Et voilà, finalement, la stratégie nationale a été validée par les comités de pilotage qui chapeautent le président de la République. Décrivez-nous un peu l'ambiance, le point fort, les points faibles. Qu'est-ce qui a tenu en haleine les participants lors des échanges qui ont précédé la validation? Ah, merci beaucoup. Vous savez, c'est un travail qui n'était pas facile, d'autant plus que nous sommes mis dans un processus qui est participatif, en commençant par la base. Donc il fallait être au Nord Kivu, principalement à Goma. Il fallait être à Beni, écouter la population. Nous avons envoyé des équipes à Kichanga, dans le Massissi. Nous avons envoyé les équipes dans le Nord Kivu, dans l'Ituri. Ils sont descendus jusque dans des zones où il y avait des opérations. Nous sommes allés dans le sud du Rumu. Nous avons collecté les données à Tchomia, à Kasenyi. Ils sont revenus. Tchoma, c'est en Ituri. En Ituri. Les données ont été collectées en Djougou. Et finalement, on a eu un atelier aussi avec tous les, disons, les 5 territoires, y compris les secteurs et les chefferies. Il fallait également aller au sud Kivu, à Bukavu. Nous avons envoyé des équipes à Calais, nous avons été à Uvira. Et bien avant, il y avait des équipes qui étaient parties dans le Fizi jusqu'à Itombwe. Toujours au sud Kivu. Au sud Kivu, et nous avons collecté les données à Minembwe, à Bijombo. Tous ces éléments-là nous ont aidés à pouvoir constituer la documentation. Et à chaque fois, il y avait un atelier de validation à chaque niveau. Mais à vous entendre parler, ça n'a pas été facile, hein? Mais oui, ça n'a pas été aussi facile, ça a pris beaucoup de temps. C'est cela aussi, le travail fouillé. Nous sommes arrivés jusqu'à Kinshasa, nous avons produit la première mouture. Et cette première mouture devrait être adoptée d'abord par tous les ministères constituant les comités de pilotage. Nous avons au total 15 ministères. Voilà. Et ça, nous avons été à l'hôtel Béatrice. Dès que nous sommes mis d'accord, la deuxième partie ou la troisième partie, il fallait maintenant associer les partenaires. Nous avons eu des réunions ici. Quand vous parlez des partenaires, c'est la MONUSCO, ce sont l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, donc tous ceux
interviennent, les ambassades que vous voyez là, qui sont conçues comme étant des bailleurs. Alors, ils ont envoyé leurs délégués. Et pendant 4 jours, nous avions eu des marathons. Ils ont produit des commentaires. Ils ont même engagé des consultants pour être avec nous. Se rassurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Voilà. Et nous avons travaillé. Après avoir travaillé, nous nous sommes mis d'accord. En dépit de cela, nous sommes accordés que le document qui devrait sortir devrait être adopté par les deux parties. Et c'est comme ça que nous sommes retrouvés dans la deuxième version du document au niveau... Au musée national. Donc, nous sommes allés au musée national et nous avons travaillé avec eux. Encore une fois, ils sont revenus pour dire, voici là-bas, vous avez dit, oui, mais nous voulons encore ça. Nous avons travaillé encore une fois. Et enfin, nous avons produit la dernière mouture qui a été acceptée par toutes les parties. Et cette dernière mouture... C'est celle que vous avez présentée au niveau du comité de pilotage. Maintenant, comme l'ordonnance donne le pouvoir au comité de pilotage comme organe suprême d'orientation, en même temps de décision, il fallait passer par là. Nous avons organisé avec le chef de l'État, le président du comité de pilotage, une réunion où nous avons expliqué la nécessité maintenant de valider la stratégie nationale. Et voilà, nous sommes retrouvés là-bas avec toutes les parties. Donc, le membre du comité de pilotage d'un côté, les bailleurs de l'autre côté, les experts. Donc, nous sommes retrouvés là. Et vous êtes mis d'accord, justement, vous avez produit cette stratégie nationale qui a mis d'accord toutes les parties prenantes, vous l'avez dit, les bailleurs, les experts, le gouvernement et tous ceux qui interviennent dans ces processus. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui était la pomme de discorde lors des échanges, si ce n'est pas un secret, parce que la stratégie est déjà validée. Oui, la stratégie est déjà validée. Il y avait, dans les discussions, il y avait 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension communautaire. Tout le monde s'était accordé qu'il faut un DDR différent ou un PDDRC qui est différent des autres DDR qu'on a connus, le DDR 1, le DDR 2, le DDR 3. Qui ont échoué pratiquement, qui n'ont pas su arriver à terme de leurs objectifs. Qui avaient des faiblesses, un DDR qui n'a pas pu associer les communautés dans la matérialisation de leur, disons, du programme. En d'autres mots, vous trouvez des solutions pour des communautés sans les associer. Oui. Sans elles. Voilà. Alors, aujourd'hui, la formule a changé. C'est qu'il faut travailler avec les communautés. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas une armée extérieure qui agresse la RDC. Les groupes armés sont l'émanation des tribus, donc des communautés. Ils sont tantôt en conflit et que donc ces conflits-là proviennent soit de problèmes de ressources naturelles. De les partages des ressources naturelles. Ça peut sortir de conflits fonciers, ça peut sortir de conflits coutumiers et j'en passe. Et donc, il fallait trouver des solutions autour des communautés, de ce qui intéresse les communautés, ce qui fait souffrir les communautés. Ça, c'était la première, disons, décision qui avait été prise ensemble depuis 2019. Donc, c'était un processus qui a évolué. Deuxième problème qu'il fallait trouver, faut-il aller avec le même DDR tel qu'il fonctionnait avec, d'un côté, l'armée, c'est-à-dire l'intégration des ex-combattants au sein de l'armée, ou alors il faut qu'ils deviennent totalement des civils. Alors là, le bailleur, le gouvernement a dit, il y a ceux-là qui peuvent être, qui ont des aptitudes et qui peuvent entrer dans l'armée. De manière volontaire. De manière volontaire. Le débat était roulé. Tout à fait. Après avoir longuement discuté, nous sommes tombés d'accord sur 2 principes. Le premier principe était de dire tous, donc tous les groupes armés,
ne doivent plus revenir, donc ne doivent plus intégrer l'armée de manière automatique. Voilà. Deuxième principe... De manière automatique, ça veut dire, je ne vous coupe pas, ça veut dire que si vous étiez colonel dans les groupes armés, une fois réintégré, accepté dans l'armée, les FARDC, on vous accepte avec votre grade de manière automatique. Oui. C'est passé avant. Voilà. Alors là, il a été clair, nous sommes tous mis d'accord qu'il ne faudrait plus revenir afin de ne pas détruire l'armée nationale. Le deuxième principe, c'est qu'on revient quand quelqu'un est désarmé, démobilisé, il ne vient pas avec le même avantage. S'il était colonel, nous sommes dans la vie civile. Donc on ne peut pas dire tous ces groupes m'appartiennent. Donc c'est individuel. Vous venez comme tel. C'est vous la personne. Même si vous étiez général, mais quand vous arrivez au centre, là c'est individuel. On va y arriver. Je voulais que vous puissiez me parler de la troisième dimension qui a fait l'objet des chaudes discussions lors des échanges en panel, en atelier avant la validation de la stratégie. L'autre dimension, c'était la dimension décentralisation. Les partenaires parlaient de la décentralisation. Alors, la manière dont ils parlaient de la décentralisation n'avait pas totalement rencontré notre entendement. C'était comme si on voulait couper le pouvoir central à la province. Et il disait tout l'argent doit aller aux provinces, géré par le gouverneur, mais entre-temps, ils oublient que le service public qui engage le gouvernement vis-à-vis de ce bailleur, ce n'est pas le gouverneur, c'est le pouvoir central, c'est le ministère national de finances qui engage au nom du gouvernement de la République, au nom de l'État congolais. Et donc cet argent n'est pas... Quand vous parlez de l'argent, c'est le financement des bailleurs, même ceux qui viennent du gouvernement. Tout à fait. Donc je veux dire, je parle en langage public en disant l'argent que le gouvernement congolais ou les crédits que le gouvernement congolais contracte vis-à-vis du bailleur, comme la Banque mondiale, l'Union européenne, ce n'est pas un don dans le sens classique pour dire on nous a donné les dons à la manière dont les ONG ont tendance toujours à dire c'est un don, c'est un don. C'est comme si le gouvernement n'est pas redevable. Non, c'est un crédit que le gouvernement contracte et qui doit être payé à des termes très clairs et précis et en un temps bien déterminé, avec modalité de paiement, comme on va payer, on va contracter à une banque. Alors, donc, nous sommes opposés au principe de dire, vous leur donnez, vous donnez aux provinces, mais ceux qui dirigent le gouvernement central n'a pas la même mise pour savoir comment cet argent est utilisé. Après le débat, nous sommes accordés en disant qu'il y aura, nous devons faire la cogestion. C'est-à-dire, le niveau central, il y a ses responsabilités qui doivent faire quoi? Et au niveau des provinces... C'est ça l'essence même de cette décentralisation. Oui, c'est-à-dire au niveau de la province maintenant, qui doit faire quoi? Et nous sommes convenus sur 3 principes, notamment la responsabilité, la transparence et la redevabilité. Donc la redevabilité, qui est responsable vis-à-vis de qui? La coordination nationale est redevable vis-à-vis de quel organe? Il est redevable vis-à-vis du comité de pilotage, vis-à-vis du gouvernement. Voilà. Monsieur Tommy Tambo Shindi, c'est depuis le mois d'août 2021 que vous êtes à la tête du PDDRCS. Vous avez commencé à travailler avant même la validation de la stratégie nationale. Dites-nous sur quel pilier se fonde cette stratégie nationale? Quelle est l'importance de cette stratégie? Parce qu'on en parle un peu trop, stratégie nationale validée, et qu'est-ce qui va suivre après? Oui, la stratégie nationale, c'est comme un outil qui vous guide dans tout ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant et dans une année?
dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, donc, la stratégie nationale, c'est ce que nous appelons en d'autres termes, plan stratégique national. Voilà. Alors, le plan stratégique national donne les grandes lignes. Et c'est comme ça que nous parlons de piliers. Nous avons dans ce plan 5 piliers importants. Si on peut les citer rapidement, oui. Parce que nous il y a le premier pilier qui s'appelle paix, résolution des conflits et cohésion sociale. Le deuxième pilier, c'est la restauration de l'autorité de l'État et sécurité. Le troisième pilier, c'est le relèvement communautaire, la résilience et stabilisation. Le quatrième pilier, c'est la relance du développement économique et social. Et enfin, vous avez le 5e pilier qui concerne la communication, la sensibilisation et la vulgarisation. Communication, sensibilisation et vulgarisation. Vulgarisation, c'est le 5e pilier. Vous avez énuméré 5 piliers. Ouais. Commençons par le premier. Ouais. Il faut aller un peu calmement pour que les gens comprennent. Le premier pilier porte exactement sur quoi? Oui, le premier pilier porte sur l'analyse du contexte des conflits dans le milieu. Vous voyez, on dit, vous êtes programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mais la question est de savoir maintenant, comment on est arrivé au conflit, comment on est arrivé aux groupes armés et comment résoudre le problème. Donc le premier pilier entre dans le contexte en l'analysant, et pour y arriver, nous avons prévu un segment qu'on appelle dialogue démocratique, où nous mettons pour rapprocher le point de vue des communautés. C'est ce que nous faisons comme les ateliers, les forums, les dialogues. Donc vous rapprochez les communautés qui sont en conflit, oui, qu'ils parlent. Vous les mettez autour d'une même table. Et qu'ils parlent. Je donne un exemple pratique. Si nous voulons résoudre le problème de l'Ituri, écoutez, ce sont des citoyens, vous avez là les Lendou, vous avez là les Bira, vous avez les Hema et d'autres, Andisoma et d'autres. Alors, comment résoudre le problème? Pourquoi ils s'entretuent? Donc, nous sommes dit, est-ce qu'il y a un pays étranger qui est venu agresser la RDC? La réponse est non. La réponse est non. Donc, ce sont des conflits locaux. Des groupes armés locaux. Donc, ce sont des conflits locaux. Et la meilleure façon de connaître ce problème et de trouver des solutions, donc il faut aller travailler en interne. C'est comme ça que nous avons déjà, dans un premier temps, nous avons réuni les communautés en Ituri. Lors de la compréhension du problème, quand nous étions en train de préparer la stratégie, et nous avons compris, à l'issue de cet atelier de 3 jours, nous avons compris qu'il faut un dialogue démocratique. Et sincère, les dialogues ont toujours eu lieu. Il y a beaucoup de dialogues. Le dialogue démocratique. Mais les résultats ne sont toujours pas probants. Oui, j'arrive. Les dialogues démocratiques que nous avons vus, ça va s'appeler conférence provinciale pour la paix, la sécurité, la stabilisation et le développement de l'Ituri. Ça, c'est un dialogue à organiser. À organiser dans quelques jours. Donc, même dans ce pilier-là, il y a déjà le dialogue démocratique, c'est-à-dire rapprochement des communautés, qu'ils se parlent au niveau d'un village et autour d'un projet concret. Est-ce que vous pensez que ça va donner des fruits? Parce que dans ce pays, on a toujours parlé de dialogue. On peut même changer de terme, on peut même dire réunion de haut niveau. Mais la plupart du temps, les problèmes restent toujours intacts. Nous ne sommes pas pessimistes. Les expériences que nous avons eues dans des années passées, dans d'autres milieux, nous ont prouvé qu'on ne peut pas résoudre un problème local avec les fouets ni avec la prison. Donc, le conflit de l'Ituri, vous ne pouvez pas le résoudre, je vous l'ai dit, avec les fouets et avec seulement la prison. Vous ne pouvez pas prendre tous les Lendou en disant tous les si vous commencez à stigmatiser par exemple les Lendou en disant c'est eux qui sont en train de tuer les autres et vous les mettez en prison, finalement vous n'aurez jamais. La solution, c'est de prendre, je vous dis, de prendre les groupes armés d'un côté
et les coller à leur communauté et dire qu'est-ce qui vous pousse à prendre les armes. Vous dites au Hema, avec Zaïre, vous dites, parlez-vous d'abord, quel est le vrai problème. Codeco et les Lendu, vous leur dites, parlez-y, qu'est-ce qu'il y a comme problème. Et pour trouver des solutions dans le territoire d'Ndjougou, donc vous devez prendre d'un côté les Hema, les Lendu, et vous les mettez ensemble dans un dialogue sincère et franc. Et voilà pourquoi maintenant, vous pouvez passer, c'est eux qui vont dire, nous sommes d'accord, nous sommes des Africains, nous sommes fait du mal, voici comment nous devons résoudre le problème. Et à la fin, les gens vont se laver les mains à l'Africain et dire, voilà, nous nous pardonnons. Nous avons fini à ce moment de la paix. Oui, et à ce moment-là, le deuxième pilier maintenant intervient. Mais avant qu'on en arrive au deuxième pilier, M. Tommy, alors où est la place de la justice transitionnelle? Parce qu'ils vont se pardonner après s'être rentrés dedans, après s'être entretués, et finalement, au nom du dialogue, ils fument les calumets de la paix. Où est la place de la justice transitionnelle? Très bien. La justice transitionnelle ne peut pas précéder la réconciliation. Si ça précède la réconciliation, alors vous n'aurez jamais de solution. Si ça vient après, vous aurez la solution. C'est-à-dire qu'il faut toujours privilégier la dimension de la pacification. La justice transitionnelle, c'est quoi? Vous avez, dans la justice transitionnelle, vous avez deux dimensions. La première dimension, c'est la justice type traditionnel, genre Gachacha qu'on avait organisé au Rwanda, où il y avait un massacre à grande échelle, voilà. Et qui avait une connotation communautaire, ou tribale, ou ethnique. En Ituri, je donne l'exemple de l'Ituri, c'est la même chose. Les Lendu d'un côté, les Hema de l'autre côté. Vous ne pouvez jamais dire les Hema, tous les Lendu vont aller en prison, et les Lendu, ou bien les Hema, ou les Lendu... Parce qu'on ne sait pas identifier les commanditaires de tous. Mais maintenant, la justice transitionnelle, type traditionnel, comme en Ituri, intervient par exemple dans le Ndjougou pour permettre la réparation et permettre également la restauration de l'autorité de l'État, remettre le chef coutumier dans sa vraie valeur. Remettre les chefs de groupement dans son vrai pouvoir. Parce que c'est celui qui se met là, il dit vous aussi vous parlez, l'autre parle, et il dit avec tous les sages des deux côtés, ils disent vous avez volé la vache de tel. Parce que la justice traditionnelle, type traditionnel, vise à quoi? Ça vise à ce que la personne puisse se repentir et dire moi j'ai tué le fils de tel, je demande pardon, je n'y reviendrai plus. Moi j'ai été trompé, j'ai volé les bananiers, les bananes de tel monsieur dans son village. Je demande pardon. C'est ça la justice traditionnelle. Mais maintenant, ce qu'on appelle les juges là-bas traditionnels, les sages. Sous autres ici, on appelle les vieux de Lubunga. Ils vont se réunir et ils vont dire maintenant, voilà, pour réparer les torts que vous avez commis, vous devez payer autant de bananes, autant de régimes, autant de vaches, autant de poules. C'est ça. Maintenant, ça c'est la dimension traditionnelle. Oui. Maintenant, l'autre dimension, c'est de mettre maintenant, identifier les auteurs de premier degré, de deuxième degré et de troisième degré. Ce sont ceux-là maintenant qui doivent être traînés devant une juridiction d'exception. Vous ne voyez pas que ça peut annuler justement ce sens du dialogue qui a été prôné au premier niveau? Non, parce que ça ne prend pas tout le monde. Là, on prend maintenant l'auteur, l'auteur intellectuel qui a animé, qui a donné l'idéologie. Vous comprenez? Mais tout en privilégiant la réparation et la justice.
On en parlera un autre jour. Nous parlons du deuxième pilier, la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité, le deuxième pilier de la stratégie nationale. Oui, je disais que le dialogue démocratique ouvrait la porte à la restauration de l'autorité de l'État. Dès lors que les gens se mettent ensemble, ils se lavent les mains et ils disent nous nous sommes fait du mal, nous nous pardonnons, nous pouvons vivre ensemble. La suite, c'est quoi? C'est que la question qui sera posée, voulez-vous que vos jeunes gens, vos enfants, vos petits-fils continuent à garder les armes ou vous voulez qu'ils remettent les armes? Alors tout le monde va dire oui. Nous rentrons dans nos communautés. En tout cas, nous allons sensibiliser ces jeunes à remettre les armes. Voilà l'origine maintenant du désarmement. Parce que nous parlons du désarmement type volontaire et communautaire. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, oui, ça veut dire que ce sont les communautés qui participent véritablement au désarmement. Ce sont les communautés qui vont participer véritablement à la démobilisation. Ce qui est différent. Qui dénonce, qui sensibilise à ce niveau. Ce qui est différent au désarmement. Les communautés, elles dénoncent ou elles sensibilisent? La population accepte le principe d'avoir la paix, de vivre ensemble, dans la cohésion sociale. Alors, ils passent à une autre phase. Ils deviennent des sensibilisateurs, ils deviennent des mobilisateurs, ils deviennent des vulgarisateurs. Vous comprenez? Oui. À ce moment-là, ils disent, maintenant, montrez-nous où les enfants doivent se rendre. Après les avoir sensibilisés, les enfants se rendent dans un centre. Ce qui est différent de l'ancien DDR. Parce qu'ici, le principe, c'est volontaire. Et l'ancien DDR, c'était forcé? Oui, c'est-à-dire, nous ne sommes pas dans la logique de la guerre. Le PDDRCS n'est pas dans la logique de la coercition. C'est ça la différence. C'est-à-dire, nous n'allons pas dire à l'armée, il faut d'abord les frapper. Après les avoir frappés, vous les prenez, vous les capturez, et après les avoir capturés, maintenant vous nous les donnez. Ce n'est pas ça le principe du PDDRCS. Mais la question qui revient pour l'instant, c'est maintenant quel est le rapport que le PDDRCS a avec l'armée? Oui, le rapport est clair. Nous avons le rapport de collaboration. Parce que d'abord, tous font partie des membres du comité de pilotage. Il y a 15 ministères qui font partie du comité de pilotage. Chacun a ses responsabilités. Nous ne faisons pas le gardiennage. Par exemple, les centres. Les centres sont gardés soit par la police, soit par l'armée. On est d'accord? Deuxième, lorsqu'ils se rendent, les combattants ou les ex-combattants peuvent se rendre auprès des services de l'armée, ils peuvent se rendre auprès de l'administrateur du territoire, auprès du chef de groupement. Ici, dans le principe, ils peuvent même se rendre auprès même du chef du village et même auprès du catéchiste du village pour dire, moi, je suis fatigué, je me rends. Vous comprenez? Et quelles sont les garanties, justement, les garanties vis-à-vis de ces, entre guillemets, ex-combattants qui s'y rendent en termes de transparence du processus de désarmement? Les garanties, je vais dire que, quelles sont les garanties que vous donnez à tous ces ex-combattants qui se rendent? Il va par exemple chez un catéchiste, chez un prêtre, tout et tout. Est-ce qu'il sera sécurisé? Quelles sont les garanties? Oui, dès lors qu'il se rend, il revient maintenant à ce service de les transférer maintenant à un autre service compétent. Vous comprenez? C'est pour cette raison, nous disons, compte tenu de la faiblesse des structures dans les villages, il est mieux qu'ils se rendent là où ils peuvent être sécurisés. C'est-à-dire, là où il y a la police, là où il y a l'armée, et là où il y a la MONUSCO. Parce que l'administrateur aussi, il a la police avec lui. Donc, il peut se rendre auprès de l'administrateur. Nous ne pouvons pas leur demander de se rendre là où ils ne seront pas en sécurité. Alors, dans les groupes armés, la plupart du temps, il y a des enfants soldats. D'ailleurs, ce qui est prohibé par les organisations internationales, utiliser les enfants soldats dans les groupes armés. Alors, il y a des enfants qui sont associés aux forces et groupes armés
Et quand ils s'y rendent, qu'est-ce que vous, en tant que PDDRCS, vous allez en faire? La stratégie a prévu tout cela. Les enfants ne sont pas démobilisés, ne sont pas désarmés, mais ils connaissent un processus où ils sont pris en charge pour une réinsertion. Et nous avons, il faut le faire soit nous-mêmes, soit à travers les organisations qui sont partenaires. Et généralement, nous le faisons avec des organisations partenaires. Parlons du troisième pilier. Parce qu'aujourd'hui, cette émission a une valeur pédagogique. Nous voulons vraiment disséquer la stratégie nationale dans ces 5 piliers qui la sous-tendent justement. Oui, dans le troisième pilier, c'est le pilier pour moi très capital. C'est le pilier qui met en phase et la population et les groupes et les ex-combattants. C'est là où vous avez pratiquement la réintégration communautaire. Et dans la réintégration communautaire, vous avez d'un côté la réinsertion des communautés. Par exemple, je donne pour être plus précis. Dans un village où la population a fui à cause des exactions, à cause d'une guerre, ils vont rentrer. Lorsqu'ils rentrent, le rôle du PDDRCS, c'est de se mettre, c'est d'aller voir quels sont les besoins de ces groupes armés, de ces communautés. Vous identifiez a priori les besoins de la population, des communautés locales, parce que le troisième pilier, c'est le relèvement communautaire et même dans la réintégration. Ouais. Alors, vous identifiez les besoins pour financer par la suite, bien proposer ça au gouvernement central? Non, nous sommes déjà du gouvernement central. Ce n'est pas pour proposer au gouvernement central. Nous sommes du gouvernement central. D'accord. Avec tous les moyens. Nous sommes du gouvernement central. Dans des provinces, nous avons des répondants. Dans des territoires, nous avons des répondants. Vous comprenez? Mais notre mission, c'est de permettre, vous comprenez, de permettre aux communautés qui ont souffert des affres de la guerre, de groupes armés, de pouvoir reprendre une vie normale. C'est ce que nous appelons relèvement de villages abandonnés. Comment les repeupler? Comment les repeupler? Oui. C'est-à-dire, comment assurer le retour des déplacés? Comment assurer le retour des réfugiés? Comment réhabiliter les infrastructures qui ont été détruites dans ce milieu-là? Exemple, l'école a été détruite. La route n'existe plus. Je ne sais pas moi, le marché n'existe plus. Qu'est-ce qui va être fait? C'est ça l'objectif de ce programme. Le chef de l'État, en concevant ce programme, il avait pris à cœur la manière dont les mêmes communautés qui ont souffert des affres des groupes armés doivent se retrouver, doivent vivre une vie normale après le désarmement des groupes armés. Après le désarmement, après la démobilisation. Maintenant, le village là, qu'est-ce que ça devient? Vous voyez maintenant, vous dites restauration de l'autorité de l'État. Ok, on a mis tout ce qui est... Mais maintenant, la population, comment elle va devenir? C'est ça. L'autre dimension maintenant, la troisième dimension, ou le troisième pilier de ce programme. Donc, les ex-combattants des groupes armés n'ont pas à avoir peur, parce que tout est prévu pour leur intégration sociale dans la vie communautaire. Voilà, c'est-à-dire dès qu'il accepte, il va dans le processus de réinsertion. À son retour, il va trouver une autre vie qui a changé dans ce village-là. Et y compris les mêmes ceux-là qui étaient considérés comme des bourreaux ou des victimes, tous vont maintenant se mettre ensemble pour vivre. Et c'est là l'avantage de ce programme. C'est que ce programme, quand vous allez le voir, il se marie
avec les 145, avec le programme de 145 territoires. C'est pas un doublon non, de, chacun, les 145 territoires. à la base de 145 territoires. Oui, mais les 145 territoires ne fait pas le désarmement, ni la démobilisation, ni la réinsertion. Vous voyez, les 145 territoires, lui, c'est l'organisation territoriale, permettre à ce que la vie soit bonne. Mais maintenant, nous faisons quoi? Nous relevons, nous prenons les groupes armés pour aller les changer, les transformer, vous voyez. Et quand ils reviennent, ils trouvent, non seulement les 145 territoires ont déjà fait des choses, mais également, il y a des projets spécifiques qui permettent aux ex-combattants et aux communautés de vivre ensemble. Si ce n'est pas un secret, c'est quel genre de projet que vous entrevoyez dans le programme pour les ex-combattants? Regardez, je donne un exemple pratique de la ferme agro-pastorale de Diango, à 10 km de la ville de Bunia. Dans cette ferme-là, c'est 350 hectares. Nous l'avons pris comme un modèle type. Vous avez une partie pour la réinsertion. Maintenant, il y a une autre partie qui va servir au développement des communautés locales. Donc, il y aura les formations des formateurs. En faveur des éléments des groupes armés. Les groupes armés, ils vont en même temps eux-mêmes travailler là-bas et ils vont toucher quelque chose. Je ne veux pas donner le montant ici, mais au moins par jour. C'est aussi ça la différence. Des primes ou d'encouragement? C'est le travail. C'est-à-dire, nous ne travaillons, nous ne prenons. C'est différent de Kanyamakassis. D'accord. Vous comprenez? C'est différent de Kanyamakassis. Dans notre programme, c'est que celui qui est dans ce programme, une fois il est dans le centre de la réinsertion, il ne passe pas la journée sans travailler. Il travaille, il fait l'agriculture, il fait l'élevage. Mais il touche quelque chose chaque jour, par jour. Et à la fin du mois, il y a quelque chose. Et à Kanyamakassis, on a aussi le commandant du service national, la mécanisé, quelques ex-Koulouna qui ont changé de comportement, de mode de vie. Ils sont aussi salariés aujourd'hui. Voilà. Parce que l'approche a montré ses limites. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez 3 mois, 4 mois, 6 mois là-bas dans un centre, et à la fin, il peut changer le comportement à partir de là. Et il devient, avec la connaissance qu'il a, il devient autre chose. Mais ici, la vision, c'est de faire de lui un homme de développement. C'est ça la vision. Donc faire des ex-combattants, des acteurs de développement, et c'est possible dans ce pays. Oui. Et vous avez suffisamment de moyens. Je vous donne l'exemple, rendez-vous, je vous ai dit, rendez-vous dans 3 mois, vous irez avec moi à Diango. Vous irez avec moi en Mouinga, vous irez avec moi à Kabare, vous irez avec moi dans la plaine de la Ruzizi et vous allez voir comment les choses vont se passer. Vraiment, j'accepte volontiers cette invitation, donc dans 3 mois. Donc et nous travaillons déjà avec, dans le cadre des fonds sévères, déjà pour prendre ces groupes armés et travailler avec eux dans les projets de route. C'est vraiment des initiatives à encourager. Monsieur Tommy Tamboué-Ushindi, parlons du 4e pilier qui parle justement de la stabilisation. Oui, nous parlons de la stabilisation comme étant un processus qui permet aux communautés de revenir dans une vie normale, mais aussi de développer non seulement le système de gouvernance, la vie normale, mais c'est de créer tout un système de résilience, de gouvernance locale et d'utilisation des ressources locales pour son propre développement. Donc c'est un accompagnement. Oui. Vous assurez un accompagnement. La stabilisation consiste à identifier, dès que les gens ont connu un niveau de relèvement, maintenant il faut aller dans le concret, développer la résilience pour que le problème ne revienne plus. Vous comprenez? Mais aussi développer un nouveau système de gouvernance sur le plan sécuritaire, comment se protéger, mais comment aussi utiliser les ressources naturelles locales pour se développer. Si c'est l'agriculture, si c'est sur le minerai,
n'importe quelle ressource naturelle locale pour servir au développement local. C'est ça la stabilisation. Ça, c'est la stabilisation. Il y a un grand effort de sensibilisation et de communication à fournir au niveau du PDDRCS pour que les ex-combattants, ceux-là qui vont se rendre justement, ceux-là qui vont déposer les armes, puissent avoir la même compréhension que le PDDRCS, parce que beaucoup hésitent au regard de programmes qui ont précédé celui-ci, des programmes qui ont échoué. Alors ils sont dubitatifs. Parlez-nous du dernier pilier justement, de la sensibilisation, de la communication. Qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, dans un environnement comme le nôtre, la sensibilisation, la vulgarisation, tout ce que vous parlez là-bas, c'est un pilier transversal. Ça commence du premier pilier jusqu'au quatrième pilier. Donc, il prend tous ces piliers-là. Lui n'a pas le temps, n'a pas besoin de commencer avec un pilier. Lui se met déjà au travail. Il est avant, pendant et après. Il continue à travailler. Donc, notre force, notre victoire dépendra de la capacité de développer la communication, la sensibilisation et la vulgarisation. Vulgarisation par rapport au premier pilier, sensibilisation, communication, vulgarisation par rapport au deuxième pilier, par rapport au troisième, par rapport au quatrième. Et donc, bref, je peux dire, le PDDRC, dans sa communication, c'est le pouvoir du peuple. Le PDDRCS, dans sa communication, c'est le pouvoir du peuple. Nous sommes en train de terminer cette émission, M. Tommy Tamboué-Ouchili. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du PDDRCS. Et vous avez 5 provinces pilotes. Nous avons cité les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et les Tanganyika. Est-ce que vous avez des représentations? Est-ce que vous avez déjà nommé des animateurs au niveau de ces provinces? Parce que la stratégie nationale, la feuille de route a été validée. Nous n'avons pas encore nommé, nous avons les intérimaires, mais nous sommes dans un processus qui bientôt va produire. Déjà, tout a été fait au niveau de la coordination nationale, mais je peux vous rassurer que dans quelques jours, vous verrez, il y aura des nominations qui vont tomber, donc ça ne prendra plus beaucoup de temps. Et qu'est-ce que vous comptez faire, parce que la stratégie maintenant est là, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours qui viennent, si ce n'est pas un secret? Oui, c'est vrai, mais maintenant, le travail dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, c'est la préparation du manuel pour l'élaboration de plans opérationnels provinciaux. C'est-à-dire chaque province maintenant. C'est ça la décentralisation. Donc chaque province aura sa stratégie, qui doit se calquer sur la stratégie nationale. Il y a la stratégie nationale, mais il y a des réalités propres à chaque province. Et ce sont ces réalités-là sur lesquelles le plan opérationnel doit être logé. Il ne peut pas aller inventer, ne peut pas se faire à Kinshasa, non. Il ne peut pas se faire. Le Sud qui voit ses propres réalités, ses propres réalités, il sera accompagné par des consultants, des experts qui vont accompagner cette province à identifier d'abord ses propres besoins, mais élaborer aussi ses propres prévisions. C'est aussi ça. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de Bukavu, ou au niveau de Goma ou de Tanganyika. Il faut aller dans chaque territoire. Chaque territoire a ses réalités. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de finir cette émission. À moins que vous ayez un message à passer, monsieur le coordonnateur national. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais, à travers cette émission, remercier le président de la République, chef de l'État et président du comité de pilotage pour sa vision très claire en faveur du retour de la paix, de la sécurité, de la stabilisation et du développement de l'Est. Je voudrais également remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'accompagnement qu'il nous accorde chaque jour. Je voudrais, à travers cette émission, aussi remercier tous les bailleurs qui ont pu contribuer d'une manière ou d'une autre, à travers leurs idées, à travers leurs commentaires,
pour que nous puissions avoir cette stratégie. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour que les plans opérationnels puissent être mis en place rapidement. Et donc, nous voulons terminer en disant que le PDDRCS, c'est un outil de communauté, par les communautés, pour les communautés. Donc, c'est un outil du développement. Ce n'est pas un outil qui est venu pour détruire, mais pour construire. Et nous avons besoin de l'accompagnement de toutes les structures vives de la société. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur national. Je rappelle que je recevais monsieur Tommy Tambwe Ushindi Rudima Emmanuel, coordonnateur national du PDDRCS, programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Merci de nous avoir consacré une partie de votre temps dans cette émission Question d'actualité. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur votre télévision.